Je commence tout d'abord par remercier les organisateurs de cette journée consacrée à la pathologie hématologique de l'enfant de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette journée et de se retrouver dans la belle ville de Mahdia. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des anémies, des situations fréquentes en pédiatrie, à savoir l'anémie carentielle qui est persistante sous traitement. Comme vous le savez très bien, l'anémie ferripille chez l'enfant, c'est la cause la plus commune des anémies de l'enfant et c'est la cause la plus répandue à l'échelle mondiale. Trois périodes de la vie sont concernées par cette anémie, à savoir la période néonatale, l'âge préscolaire et l'adolescence, notamment chez les filles. Le diagnostic, il est facile. Il repose sur l'anamnèse, la clinique et quelques examens complémentaires simples. Et la prise en charge. Ah, d'accord. Diaporama. Merci. Donc, la prise en charge, elle est assez codifiée. C'est le traitement martial par voie orale avec des conseils diététiques. L'évolution est le plus souvent favorable, mais parfois ça résiste. Comment procéder? Quelle est la stratégie à suivre pour justement chercher l'étiologie de cette résistance? Là, on va le voir tout à l'heure. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais donc faire un petit rappel sur l'anémie ferriprive de l'enfant. Donc, quelques données épidémiologiques, c'est la cause la plus commune de l'anémie chez l'enfant entre 6 mois et 36 mois. Pratiquement 30% des enfants dans cette tranche d'âge sont concernés par l'anémie ferriprive. Selon les statistiques des États-Unis, l'United States National Health and Nutrition Survey, à peu près 7% des nourrissons âgés entre 1 et 2 ans ont une carence en fer. La prévalence dans les pays occidentaux, se situe entre 2 et 6% chez les enfants d'âge périscolaire et 8 à 20% chez les adolescentes. L'incidence est certes plus élevée dans les pays en voie de développement. Ainsi, presque 39% des enfants âgés entre 0 et 4 ans ont une carence en fer. Sur le plan physiopathologique, plusieurs mécanismes concourent à la genèse de cette anémie carentielle. Il y a la cause la plus fréquente, c'est la carence d'apport, la prématurité, le sevrage tardif, le régime carencé, donc lactofarineux, les troubles de la déglutition chez les enfants qui ont des troubles neurologiques, les besoins excessifs en fer, surtout dans les périodes où la croissance est rapide, notamment chez le nourrisson, les enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin et au cours de la puberté. Les causes qui entraînent une malabsorption, la maladie cœliaque, les gastrites auto-immunes, les gastrites à Helicobacter pylori, les maladies inflammatoires de type digestif et l'Irida syndrome. Et les pertes sanguines ou les spoliations sanguines, l'allergie aux protéines de lait de vache, le diverticule de Meckel, les œsophagites peptiques, les parasitoses intestinales, les MICI, les ménorrhagies chez les filles pubères et les maladies hémorragiques héréditaires occasionnant des saignements récidivants. Donc, 3 stades. Le stade initial au prélatent, les réserves sont diminuées, mais l'érythropoïèse reste normale et on n'a pas d'anémie. Puis, la carence peut être latente et la cinétique de l'érythropoïèse va se ralentir et toujours pas d'anémie. Et à un stade où de l'anémie avérée, où les réserves sont épuisées, et à ce moment-là, on aura cette anémie avec l'hypochromie et la microcytose. Donc les symptômes, sont, l'anémie, ferriprive le plus souvent c'est une anémie chronique le plus souvent bien tolérée. On peut avoir des signes cutaneo-muqueux, une pâleur isolée, des, chute des cheveux, des perlèches commissuraux, des glossites. Ça peut donner un syndrome anémique, anorexie, asthénie. Ça peut donner des troubles neurocognitifs, donc troubles du comportement, déficit de l'attention, hyperactivité, des troubles du sommeil, mais jamais de régression psychomotrice, jamais pratiquement de retard statupondéral, sauf que si l'anémie elle est très chronique par le biais de l'anorexie. Après, si l'anémie elle est mal tolérée, on aura bien entendu les signes de mauvaise tolérance, les palpitations, la dyspnée de fer, les céphalées, les vertiges, des acouphènes, le souffle cardiaque, des syncopes, une tachycardie, voire même un tableau d'insuffisance cardiaque.
Alors, sur la biologie, donc la microcytose, donc VGM bas, il faut savoir toujours interpréter ce VGM en fonction de l'âge. Ainsi, donc, au cours du premier mois, le VGM, il est inférieur à 85 pour parler des microcytoses. À l'âge de entre 6 mois et 2 ans, la barre, elle est à 70 et après l'âge de 2 ans, on peut se fier à cette formule. Un VGM, bas aux microcytoses est défini par, donc 70 litres plus l'âge en année jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis, à partir de la puberté, ça rejoint les valeurs adultes. L'hypochromie, elle est définie par un taux de CCMH, donc concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine inférieure à 30 ou TCMH inférieur à 25. La ferritinémie qui reflète les réserves en fer, elle est basse et l'OMS a défini les seuils. Ainsi, donc, la ferriténémie elle est basse lorsqu'elle est inférieure à 12 microgrammes par litre chez l'enfant âgé de moins de 5 ans et inférieure à 15 microgrammes par litre chez l'enfant âgé de plus que 5 ans. Il faut savoir, l'interprétation de la ferriténémie doit tenir compte donc de la présence ou non d'une infection, d'une inflammation, parce qu'une inflammation peut entraîner une fausse augmentation de la ferriténémie ainsi qu'en cas de cytolyse hépatique. Le fer sérique, c'est un paramètre qui est variable donc au cours de la journée. Il y a d'autres paramètres, bien évidemment, donc c'est ce qui fait donc il y a des nouveautés par rapport à cette, donc à l'anémie ferriprive. Il y a le récepteur soluble de la transférine, la protoporphyrin zinc, mais ce sont des paramètres qui sont chers et qui ne sont pas disponibles dans notre pays. De toute façon, anémie hypochrome microcytaire avec ferritinémie basse, là, on peut faire le diagnostic, facilement. Après, il y a un paramètre qu'on doit faire attention lors de l'interprétation de la numération et ça n'existe pas sur toute la numération qui est le RED-DW ou le Red Cell Distribution Wise. Donc la valeur normale, elle est comprise entre 11,5 et 14,5 et ce paramètre, il est élevé en cas de carence martiale. Le frottis, il ne faut pas l'oublier. Bon, en cas de carence martiale, ça va donner, donc ça va orienter le diagnostic en montrant une poikilocytose, une anisocytose, une hypochromie, une microcytose. Le frottis peut nous aider en éliminant certaines pathologies telles que la bêta-thalassémie. Donc là, on va avoir testé de cible et justement vérifier l'absence de blast. Alors, pour le traitement, il y a quelques nouveautés par rapport au traitement. Donc, le traitement de l'anémie carentielle, c'est le traitement martial par voie orale. Donc, c'est la supplémentation orale par du fer ferreux à la dose moindre que l'on savait. Donc, c'est 2 à 3 mg kilo jour en une ou deux doses journalières, 30 minutes avant ou après les repas. Ou bien une supplémentation orale par du fer ferrique à la dose de 3 à 5 mg kilo jour en une ou deux prises pendant les repas. On peut donc l'administrer avec de l'eau ou du jus. On doit associer impérativement la foldine pour booster les rétropoïèses. Et là, on peut associer l'acide folique pendant 15 jours à la dose de un demi-comprimé de 5 mg par jour chez les enfants de moins de 5 ans et un comprimé par jour chez les enfants de plus que 5 ans. Et la durée recommandée, elle est de 2 à 3 mois pour justement restituer les réserves. Donc, le traitement martial va entraîner une réponse réticulocytaire dès le 4e jour et les maximales vers le 7e, 10e jour. Parfois, on a recours au traitement martial par IV, donc par voie intraveineuse, le Venofer, qui a l'AMM chez l'enfant à partir de l'âge de 3 ans. Et les indications sont bien codifiées dans la littérature. Ainsi, donc, le traitement martial IV trouve son indication en cas d'inefficacité ou intolérance à la substitution orale en fer, bien conduite avec bonne observance, y compris chez les enfants qui ont des troubles neurologiques sévères. Donc, ça permet d'éviter les effets secondaires du traitement martial par voie orale. Deuxième indication sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment la maladie de Crohn, où le traitement par voie orale peut pérenniser la symptomatologie et ça permet de contourner cette barrière de l'épithélium gastrique. Après, la carence martiale réfractaire au traitement oral avec suspicion de mauvaise observance. Et finalement, les pertes digestifs gynécologiques supérieures à la capacité d'absorption. Et enfin, les enfants qui ont une insuffisance rénale terminale, ça démodélise même sous érythropoïétie recombinante.
Maintenant, j'entre dans le sujet. En cas de résistance, justement, au traitement martial par voie orale. Donc, on a déjà avancé que l'évolution est le plus souvent favorable, mais des fois, ça résiste. Comment on définit la résistance? C'est l'absence de réponse au bout de 1 mois, c'est-à-dire l'absence d'ascension du taux d'hémoglobine de plus que 1 gramme après 1 mois de traitement bien conduit. Il faut tout d'abord exclure les facteurs qui peuvent donc générer cette résistance. Il faut toujours vérifier la compliance, l'observance du traitement, la dose, la nature de la molécule, parce qu'il y a des compléments alimentaires qui contiennent du fer, la durée du traitement, le timing par rapport au repas. Il faut chercher des spoliations sanguines, épistaxis récidivante, une rectorragie, déménorrhagie chez la fille pubère, faire une bandelette urinaire, éliminer une infection, une maladie inflammatoire chronique. On peut commencer par un bilan inflammatoire et commencer par l'hémoculte, qui est un test anodin et non invasif. Donc, chercher tout ce qui est perte d'origine digestive. Après, n'oubliez pas l'examen parasitologique des selles, 3 jours de suite, parce qu'il y a certaines parasitoses qui peuvent être à l'origine de cette anémie carentielle. La sérologie de la maladie cœliaque doit être systématique chez l'enfant âgé de plus que 4 ans, étant donné que la carence en fer, elle est rare, voire même exceptionnelle chez le grand enfant âgé de plus que 4 ans. Cherchez l'infection à Helicobacter pylori, moyennant d'une fibroscopie digestive haute avec biopsie, PCR Helicobacter pylori dans les selles. Donc, cet algorithme, je l'ai trouvé dans une publication récente, parue en 2022. Donc, commencez toujours, selon cette revue, par l'hémoculte. S'il est positif, s'il est positif, on va demander l'endoscopie digestive, haute et basse. Si on a le diagnostic, c'est bon. Si on n'a pas de diagnostic, on va demander une scintigraphie à la recherche des verticules de Meckel. Si le test hémoculte il est négatif, demandez la sérologie de la maladie cœliaque. S'il est positif, on a le diagnostic, on va faire la biopsie de Denay. S'il est négatif, cherchez l'infection à Helicobacter pylori. Si on ne trouve rien, d'après cette revue, il faut penser à l'Irida syndrome. Là, je vais illustrer tout ce qu'on vient de dire par des cas véridiques qu'on a vécu dans le service. Donc, je vous rapporte l'observation du garçon âgé de 9 ans qui a été admis pour exploration d'une anémie sévère. Donc, cet enfant a été opéré à l'âge de 1 an pour une malformation vasculaire au niveau cervical, des malformations veineuses au niveau des 2 genoux. Il n'a pas d'antécédents familiaux particuliers. Donc, à l'examen, il avait une croissance normale, il avait une pâleur, une asthénie, une anémie qui est mal tolérée, souffle cardiaque, il est un peu tachycarde, pas d'ictère, pas d'hépatosplénomégalie et notion de céphalée. À la numération, une anémie qui est profonde, à 4,5, hypochrome microcytaire, régénérative, un bilan martial qui est donc en faveur d'une anémie fébritive. On a fait quand même la sérologie de parvovirus B19 qui était négative. On l'a transfusé en enfant et on l'a mis après sous fer folding. Et parallèlement, on a demandé l'hémoculte, le PS et la sérologie de la maladie cœliaque. Voilà, donc le PS 3 jours de suite était négatif, le GA antitransglutaminase à 114, IgA anti-endomésium négatif et la fibroscopie n'a pas montré de signes en faveur de la maladie cœliaque. Elle a plutôt montré donc des anomalies en faveur d'une gastrite HP et l'enfant a été mis sous régime sans gluten, le fer, le folding encore une fois et une quadrithérapie pour l'éradication de l'Helicobacter pylori. Mais sans amélioration. Et cet enfant présentait à chaque fois une exacerbation de l'anémie. Donc, le taux d'hémoglobine chute à 4, voire même 3,7, toujours une anémie hypochrome microcytaire et à chaque fois recours aux transfusions. Donc là, avec la notion d'une bonne observance du traitement. Donc, l'hémoculte revient par la suite positif. La scintigraphie qui a été faite n'a pas montré de verticules de Meckel. Et donc, on a indiqué, bien entendu, une endoscopie digestive, une coloscopie, qui a montré un polype pédiculé au niveau du côlon. Et il a eu une polypectomie par voie endoscopique et l'anémie qui persiste encore. En fait, cet enfant, cette polypose, donc, s'inscrit dans le cadre d'une lymphangiomatose diffuse qui peut être expliquée, cette anémie. Donc, cet enfant a eu un scanner TAP, il a plusieurs malformations vasculaires à plusieurs niveaux. Donc, juste pour vous illustrer qu'il faut creuser
et pour arriver vraiment à la l'étiologie. Un deuxième cas clinique, c'est une fille âgée de 8 ans qui a été adressée par la médecine scolaire pour exploration d'une anémie sévère. Il n'y a pas d'antécédents personnels ou familiaux particuliers. Le régime il est diversifié. Il n'y a pas de diarrhée, pas de ballonnement abdominal, pas de saignement, pas de géophagie. À l'examen clinique, la croissance elle est normale. Elle a une pâleur nette, isolée, pas de souffle. Donc, il n'y a pas d'autre anomalie. L'anumération, une anémie assez sévère à 6,4, hypochrome microcytaire avec un bilan martial donc, qui était faveur d'une anémie par carence martiale. Donc, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on a fait? On a traité l'enfant, traitement martial vitamine C pendant 4 mois et on a demandé, étant donné qu'il s'agit d'un grand enfant, la sérologie de la maladie cœliaque et le PS 3 jours de suite et on a dû contrôler, donc après 2 mois, le taux d'hémoglobine reste pratiquement inchangé et la sérologie maladie cœliaque revient positive, fortement positive et on a fait la fibroscopie et c'était une atrophie vélocitaire totale, stade 3C, sol en marche avec une gastrite HP associée. Donc, c'est une maladie cœliaque qui a été révélée par une anémie fébrifuge isolée chez une fille âgée de 8 ans. Donc, selon une étude iranienne parue en 2018, en fait, presque un tiers des enfants ayant une anémie réfractaire ont une sérologie positive. Donc, pensez à demander de façon systématique la sérologie de la maladie cœliaque chez un grand enfant qui a une anémie résistante au traitement. Maintenant, il y a d'autres étiologies, bien entendu. Il y a les bêta-thalassémies mineures qui peuvent s'associer à une carence martiale et c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine qu'on doit demander. Sauf que là, il y a une condition à remplir, c'est qu'il ne faut pas demander l'électrophorèse d'emblée en cas de carence martiale. Il faut corriger l'anémie, restituer les réserves en fer, puis demander donc l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et à ce moment-là, on va tomber sur cette augmentation de l'hémoglobine A2. Et là, c'est illustré par un petit garçon qui est originaire de Gaspésie, 7 ans, qui m'a été adressé pour une anémie soi-disant résistante au traitement. C'est un enfant qui est originaire de Gaspésie, issu de parents consanguins, très très bas niveau socio-économique. Il a une anémie qui est mal tolérée, donc essoufflement, malaise. Voilà, donc l'examen clinique, il a une croissance normale, une pâleur nette isolée, pas de splénomégalie. Et donc, à la numération, il a une anémie assez profonde, à 7,8, franchement hypochrome microcytaire, les autres lignées sont respectées. Le frottis, comme j'ai déjà avancé, il peut nous aider, il peut nous orienter. Donc, il a montré des cellules cibles. Est-ce que ce tableau clinico-biologique peut être compatible avec une carence martiale? Oui. C'est un enfant qui est issu de parents de très bas niveau socio-économique. Et donc le bilan martial, il montre bel et bien une anémie fébrifuge. Est-ce que ça peut être une bêta-thalassémie majeure? Bien entendu, non. Certes, l'anémie, elle est profonde, mais l'âge de découverte, c'est pas l'âge de découverte. Elle est généralement entre 6 mois et 2 ans. Il n'y a pas de splénomégalie. Est-ce que ça peut coller avec une bêta-thalassémie mineure? Bien entendu que non, parce que la bêta-thalassémie mineure, ça donne une anémie, enfin modérée, voire même il n'y a pas d'anémie, c'est juste une microcytose. Donc la profondeur de l'anémie est contre le diagnostic de bêta-thalassémie mineure. Et ce tableau clinique peut être compatible avec une carence martiale. Avec bêta-thalassémie mineure, oui. On a demandé initialement l'électrophorèse de l'hémoglobine qui revient normale. Après, on a instauré une supplémentation martiale pendant 4 mois. Le taux d'hémoglobine pratiquement inchangé. Et à ce moment-là, on a refait l'électrophorèse de l'hémoglobine et on est tombé sur cette augmentation de plus 3,5% de l'hémoglobine A2. Donc là, notre cas clinique illustre bel et bien un cas de bêta-thalassémie mineure avec une carence martiale. Donc, d'autres pathologies peuvent être à l'origine d'une résistance. Il y a l'hémosidérose pulmonaire, c'est une pathologie rare, qui peut être à l'origine soit d'une anémie aiguë, soit d'une anémie chronique hypochrome microcytaire résistante. Le diagnostic sera suggéré sur donc les caractéristiques de l'anémie et sur la radiologie, donc radiothorax ou le scanner thoracique, et confirmé par la recherche de sidérophage, que ce soit au niveau du liquide de tubage gastrique ou au niveau du liquide broncho-alvéolaire. Chez les filles pubères qui ont des ménorrhagies, bien entendu, ces filles-là doivent être branchées à la consultation de gynécologie et il faut toujours demander un bilan d'hémostase complet parce que les ménorrhagies peuvent révéler les maladies de l'hémostase primaire, notamment la maladie de Villebrand. Donc,
une fille pubère qui a des ménorrhagies, demandez TP-TCA et tente d'occlusion au PFA100. En cas de résistance, si on élimine tout ça, et pensez à une entité nosologique qui est rare, voire même exceptionnelle, c'est l'IRIDA syndrome ou l'acronyme Iron Refractory Iron Deficiency Anemia. C'est une anémie hypochrome microcytaire hyposidérémique résistante complètement ou partiellement à la supplémentation orale en fer. C'est une anémie héréditaire autosomique récessive liée au variant pathogène du gène TMPRSS6 qui code pour une protéase transmembranaire, la MAP tryptase 2, qui inhibe l'hepcidine. En fait, l'hepcidine, c'est la protéine qui est sécrétée par le foie et qui joue un rôle important dans l'homéostasie du fer. Elle va donc inhiber l'hepcidine, elle va inhiber l'absorption digestive de fer. Et donc, l'hyperhepcidémie va diminuer l'absorption du fer et rend le traitement par voie orale qui est inefficace. Juste quelques différences. Donc, pour distinguer, faire la part des choses entre anémie ferriprive et Irida syndrome, les deux différences, l'efferitinémie qui est normale ou modérément diminuée en cas d'Irida syndrome et le taux d'hepcidine sérique qui est augmenté en cas d'Irida syndrome et bien entendu, l'inefficacité du traitement oral. La prise en charge, donc, pour les formes modérées, on peut essayer la supplémentation en fer. Pour les formes sévères, avec hémoglobine inférieure à 7, c'est le fer par voie intraveineuse. Donc, je termine avec cette plaque. Donc, en cas de non-réponse au traitement martial, absence d'augmentation de taux d'hémoglobine de 1 gramme par décilitre, toujours commencer par vérifier l'observance, la dose, la nature de la molécule. Après, bilan inflammatoire pour éliminer tout ce qui est MICI, maladie inflammatoire chronique. L'hémoculte, s'il est positif, l'endoscopie et la scintigraphie. Après, la sérologie de la maladie cœliaque qui doit être systématique chez l'enfant âgé de plus que 4 ans. L'électrophorèse de l'hémoglobine après correction de la carence martiale à la recherche du trait thalassémique. Radiothorax scanner thoracique, recherche de sédémophages pour l'hémosidérose pulmonaire. Et un bilan d'hémostase complet, consultation gynécologique pour les filles pubères. Si on ne trouve rien, pensez à l'Irida syndrome et bien sûr, procéder au dosage de l'exidine et surtout l'étude génétique du gène TMPRSS6. Je vous remercie pour votre attention.